Merci beaucoup, Mehdi, de m'avoir invité à me rejoindre à vous pour cette excellente journée qui parle du cancer du rein. Vous m'avez demandé de parler des types histologiques du cancer du rein. J'ai modifié le titre en approche du pathologiste dans le cancer du rein. Je ne veux pas revenir sur l'épidémiologie, puisque le professeur Cheikh l'a présenté. Juste quelques notions. Donc, le cancer du rein est un cancer relativement rare. Il représente 2 à 3% de tous les cancers de l'homme. Il est responsable de 2% des décès par cancer. C'est le 7e cancer de l'homme et le 10e cancer de la femme. Le sexe ratio, il y a une légère prédominance masculine, donc 1,5, et les cancers du rein représentent 8% des tumeurs malignes de l'enfant. Donc, dans ce cours, nous allons adopter la classification de l'OMS 2022 pour identifier les types histologiques du cancer du rein. Donc, comme ça a été déjà dit, les cancers du rein sont dominés par les tumeurs épithéliales, donc c'est-à-dire les carcinomes. Donc, contrairement aux autres pathologies, c'est-à-dire par exemple le système nerveux, la classification est actuellement essentiellement moléculaire. Pour le cancer du rein et essentiellement pour les carcinomes rénaux, il y a une bonne concordance entre la morphologie, c'est-à-dire le phénotype et le génotype. Donc, dans la plupart du temps, l'aspect morphologique est tellement typique qu'on n'a pas réellement besoin de la classification moléculaire pour distinguer les différents sous-types. Il y a quelques variantes qu'on va voir tout à l'heure qu'on a besoin d'une étude moléculaire, mais dans plus que 90% du cas, la morphologie couplée à l'immunohistochimie est suffisante jusqu'à la dernière classification de l'OMS pour poser le diagnostic des carcinomes rénaux. Donc, ces carcinomes, comme vous savez, sont dominés par le carcinome à cellules claires, qui est le plus fréquent. Il représente à peu près 70% des cancers du rein. Après survient le carcinome papillaire du rein. Après, il y a le carcinome à cellules chromophobes qui pose un diagnostic différentiel avec une tumeur bénigne qui est l'oncocytome. La dernière classification de l'OMS a identifié un troisième groupe pour les tumeurs oncocytaires, c'est-à-dire les autres tumeurs oncocytaires du rein, qui n'ont pas les caractéristiques morphologiques ni d'un oncocytome, ni d'un carcinome à cellules chromophobes. On dira un mot sur le carcinome des tubes collecteurs, vu l'agressivité, et comme a dit Dr Cheikh tout à l'heure, que 50% ont des métastases au moment du diagnostic. Les autres tumeurs, donc les autres carcinomes sont très rares, tels que le carcinome papillaire à cellules claires, le carcinome tubulo-missineux et à cellules fusiformes, le carcinome tubulo-kystique du rein, le carcinome développé sur maladie kystique acquise du rein, le carcinome kystique solide à cellules éosinophiles et le carcinome à cellules rénales sans autre indication. Donc, pour tous ces cas, donc, tout ce groupe, l'histologie couplée à l'immunohistochimie permet d'identifier le type exact de tumeur. Certains types, beaucoup plus rares, ont un grand polymorphisme architectural, c'est-à-dire le phénotype n'est pas couplé au génotype et donc nécessitant une étude moléculaire pour typer. Ce sont par exemple les carcinomes associés au TFE3, les carcinomes associés au réarrangement, ALK, le carcinome médulaire, etc. C'est un groupe restreint, mais ils ont une morphologie très hétérogène et l'aspect morphologique et l'étude immunohistochimique ne permet pas de classer dans un type particulier ou le rattacher à une entité connue comme c'est sus-décrit. Donc, pour ce groupe-là, l'étude moléculaire par NGS est nécessaire pour poser le diagnostic. Donc, plus rarement, on peut avoir des tumeurs mésenchymateuses
des tumeurs embryonnaires ou des tumeurs germinales, mais ce sont des types histologiques exceptionnels au niveau du rein. Donc, pour ce cours, nous allons nous limiter aux carcinomes rénaux et on va étudier uniquement les carcinomes rénaux chez l'adulte. Nous n'allons pas aborder les cancers de l'enfant. Donc, le plan qu'on va suivre, c'est, donc nous avons vu la classification OMS 2022, donc on va voir les sous-types histologiques, les particularités des formes les plus fréquentes, puis on va dire quelques mots sur les autres sous-types et en fin de compte, les éléments histopronostiques du compte-rendu anatomopathologique. Donc, les types histologiques classiques. Donc, le carcinome à cellules claires du rein. Donc, le carcinome à cellules claires du rein représente 70% des tumeurs malignes du rein. Généralement, il s'agit d'une tumeur corticale, plus souvent unique, bien limitée, arrondie, de coloration jaune chamois, avec des remaniements hémorragiques, nécrotiques et peut-être kystiques. Donc, sur le plan histologique, on peut avoir plusieurs formes histologiques, c'est-à-dire les cellules peuvent s'organiser en amas, en cordon, en structure alvéolaire, en structure kystique. Donc, l'architecture est très variable et c'est les caractéristiques des cellules qui font de lui un carcinome à cellules claires. Donc, c'est essentiellement les cellules tumorales qui posent le diagnostic de type à cellules claires. Ce sont des cellules de taille moyenne ou de grande taille, à cytoplasme optiquement vide, on parle d'un aspect végétal, le noyau est de taille et de forme variable et il y a généralement un nucléole plus ou moins visible. Ce carcinome a été classé antérieurement selon le grade de Fuhrman, qui est un grade nucléaire. Actuellement, c'est plutôt le grade ESUP qui est adopté et c'est un grade nucléolaire, c'est-à-dire il prend en considération la présence du nucléole plus que la variabilité du noyau. Donc, on parle d'un grade 1 lorsqu'on a un nucléole à peine visible au fort grossissement. On parle d'un grade 2 lorsqu'on a un nucléole bien visible au fort grossissement et il est à peine visible au faible grossissement. On parle de grade 3 lorsque le nucléole est déjà là depuis le faible grossissement et on parle de grade 4 lorsqu'on a des noyaux qui est très irréguliers, donc très polymorphes, atypiques. Donc, on parle de grade 4 lorsqu'il y a un contingent sarcomatoïde, c'est-à-dire un contingent qui ressemble à un sarcome, surtout des cellules fusiformes, ou un contingent rhabdoïde qui rappelle le rhabdomyosarcome. Donc, le contingent sarcomatoïde et rhabdoïde, même minime, doit classer la tumeur en grade 4. Donc, la tumeur va être classée grade 4 et il faut absolument, pour le pronostic, préciser le pourcentage du contingent sarcomatoïde, c'est-à-dire le contingent physocellulaire. Ici, un exemple de contingent rhabdoïde, c'est des cellules de grande taille à cytoplasme éosinophile, noyau hyperchromatique excentré, donc qui rappellent le rhabdomyosarcome embryonnaire, et ce contingent est décrit dans les grades 4 des carcinomes rénaux. Donc, le grade de Fuhrman est adapté pour le carcinome à cellules claires. Il est également adapté pour le carcinome papillaire, mais pour les autres variantes, il n'a pas été approuvé. Donc, sur le plan immunohistochimique, devant une morphologie typique, on n'a pas besoin d'études immunohistochimiques pour poser le diagnostic de carcinome à cellules claires. Mais parfois, surtout lorsqu'on est devant un prélèvement biopsique de petite taille où on n'a pas suffisamment de structure morphologique à analyser, ou lorsqu'on est devant une localisation métastatique évoquant un carcinome à cellules claires, en ce moment-là, on peut avoir recours à l'immunohistochimie. Donc, par définition, le carcinome à cellules claires,
C'est une tumeur qui exprime le CD10, le PAX2, le PAX8 et la vimentine. La cytokératine 7 peut être positive, mais ce n'est pas spécifique. La pancytokératine, c'est-à-dire la cytokératine à large spectre et l'OMA, sont rarement positifs et surtout, c'est une positivité qui n'est pas forte. Il existe actuellement un autre marqueur qui est intéressant, surtout pour les formes métastatiques, lorsqu'on a une localisation secondaire et on suggère l'origine rénale. Il y a actuellement l'anhydrase carbonique 9 qui est spécifique du rein, donc, mais dans les formes très agressives, l'expression de l'anhydrase carbonique 9 peut être focale ou absente. Donc l'anhydrase carbonique F, elle est liée à une surexpression ou de l'activation de la voie VEGF. Donc le pronostic de carcinome à cellules claires, c'est une tumeur agressive. C'est pratiquement la tumeur la plus agressive, bien qu'elle est la plus fréquente, c'est la tumeur la plus agressive, surtout lorsqu'elle est de grade 4 avec un contingent sarcomateux. Donc, 40% de décès à 5 ans. Le pronostic dépend du grade nucléolaire USIP et de stade TNM. Donc, généralement, on a une survie à 5 ans lorsqu'on est la tumeur est strictement localisée au niveau du rein. Elle est de 60% lorsqu'il y a une extension régionale et 10% lorsqu'on a des localisations métastatiques. La thérapie ciblée anti-EGFR, anti-inhibiteur mTOR ou anti-checkpoint immunitaire ont réévalué la prise en charge des cancers colorectaux métastatiques. Cependant, aucun biomarqueur, même le PD-L1 qui est actuellement approuvé pour le cancer du poumon, n'a pas montré une efficacité prouvée pour le cancer du rein métastatique. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, aucune thérapie ciblée n'a fait réellement ses preuves dans le cancer du rein métastatique. Donc, pour les cancers du rein métastatique, seul le IMDC, c'est-à-dire la base de données du Consortium international du cancer du rein métastatique, est pris en compte dans la prise en charge, mais les marqueurs moléculaires ou les marqueurs liés à l'environnement tumoral ne sont pas actuellement validés. Donc, pour le cancer du rein métastatique, lorsqu'on est devant un site secondaire et on suspecte l'origine métastatique, donc la morphologie permet de faire le diagnostic et surtout le marquage avec l'anhydrase carbonique 9 qui permet de rattacher la localisation secondaire à la localisation primitive rénale. Maintenant, on va voir le deuxième type histologique, c'est le carcinome rénal papillaire. Donc, il représente 18% des types histologiques. C'est une tumeur corticale bien limitée, entourée parfois par une pseudocapsule périphérique épaisse. Elle peut être mal limitée et infiltrante. On peut avoir des remaniements nécrotiques et hémorragiques pour les tumeurs volumineuses. La coloration blanc, beige ou jaune est liée à la grande surcharge en histiocytes spumeux qui est caractéristique de ce type tumoral. Donc, on distingue deux types de carcinome papillaire du rein. Il y a le type 1, il est formé par des papilles, donc ramifiées, à axe conjonctivo-vasculaire grêle, chargées d'histiocytes spumeux. Donc, les histiocytes spumeux à l'intérieur des axes. Le revêtement, il est formé par des cellules de petite taille, à noyau rond ou ovalaire, habituellement de bas grade, avec un nucléole peu proéminent ou absent. Il n'y a pas de pseudostratification, tous les noyaux sont situés au niveau du pôle apical des cellules et il n'y a pas de désorganisation architecturale. Ça, c'est pour le type 1. Le type 2, donc sur le plan immunohistochimique,
Il y a la cytokératine 7 qui permet de le caractériser, donc elle est positive d'une façon intense et diffuse. Le CD10 qui est très nécessaire pour le carcinome à cellules claires. Pour le carcinome papillaire, il peut être positif, mais seulement en apical. Il n'y a pas une expression diffuse. Et l'anhydrase carbonique 9 est négatif, ainsi que le TF3. Le carcinome papillaire de type 2, donc, qui est une entité plus agressive que le type 1. Donc, les papilles sont épaisses, ramifiées, recouvertes par des grandes cellules, contrairement au type 1, avec un cytoplasme éosinophile, des noyaux pseudostratifiés, pas uniquement au niveau du pôle apical, avec un nucléole qui est proéminent, une chromatine qui est irrégulière, une désorganisation architecturale. Généralement, pour le type 2, il y a souvent de la nécrose et il y a souvent des emboles vasculaires. Donc, le pronostic de carcinome papillaire, le type 1 est lié à un pronostic favorable. Le type 2, c'est pratiquement le même pronostic que le carcinome à cellules claires. Le type 1, c'est une évolution rarement métastatique. Cependant, pour le type 2, donc, c'est une tumeur avec un risque important de métastase et avec actuellement, vu la richesse vasculaire, des traitements anti-angiogéniques ciblés sont envisagés. Troisième forme, c'est le carcinome à cellules chromophobes. Donc, le carcinome à cellules chromophobes représente 4,9% des tumeurs du rein. C'est généralement une tumeur bien limitée, beige acajou. Les remaniements nécrotiques et hémorragiques sont généralement absents. Sur le plan morphologie, donc le grade ESUP n'est pas applicable pour le cancer à cellules chromophobes parce qu'on a des modifications autres. Donc, ce qui caractérise le carcinome à cellules chromophobes, c'est les cellules qui sont de grande taille avec des limites cytoplasmiques nettes. Donc, on dit des cellules en arcade. On arrive à identifier nettement les limites cytoplasmiques des cellules. Les noyaux sont très polymorphes. On appelle des cellules en raisin, avec parfois des noyaux multiples. Ce qui caractérise le carcinome à cellules chromophobes, c'est la présence d'un halo clair entre le noyau et le cytoplasme. Donc, on dit un aspect pseudo-coïlucitaire. Et cet halo clair autour du noyau est assez caractéristique de la variante à cellules chromophobes. Donc, comme vous voyez, c'est un aspect homogène. Il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'hémorragie. Donc, morphologiquement, il peut poser des diagnostics différentiels avec un oncocytome, mais ce qui caractérise l'oncocytome, c'est essentiellement la cicatrice, macroscopiquement, la cicatrice centrale qui est caractéristique des oncocytomes. Donc, sur le plan immunohistochimique, le profil immunohistochimique est différent de celui de carcinome à cellules claires. Donc, les cellules expriment le CD117. 82% des cellules expriment le CD117. En fin de compte, le CD117, c'est le c-KIT, qui est également exprimé par les tumeurs stromales de type digestif et dont on identifie une thérapie ciblée qui est le Glivec. Le Glivec qui est utilisé dans les tumeurs stromales de type digestif, c'est l'anti-CD117. Donc, le carcinome à cellules chromophobes exprime fortement le CD117, la CK7 et les racémases. En revanche, l'anhydrase carbonique 9 est négative pour le carcinome à cellules chromophobes, de même pour la vimentie. Donc ici, l'oncocytome, c'est la cicatrice centrale qui permet de le caractériser. Il est comme le carcinome à cellules chromophobes, généralement pas de nécrose, pas d'hémorragie. L'architecture histologique est souvent compacte, les noyaux sont réguliers. L'oncocytome exprime également le CD117, mais reste négatif pour la CK7. Donc la CK7 permet de faire la différence sur le plan histologique.
Donc, le pronostic de carcinome à cellules chromophobes, 4% seulement développent des métastases à distance. La survie à 5 ans est de 90%. Leur pronostic est généralement lié à l'association possible d'un contingent sarcomateux qu'on peut trouver également dans la variante à cellules chromophobes. Le carcinome des tubes collecteurs, comme a dit tout à l'heure Dr Shaker, 50% ont des métastases au moment du diagnostic. Donc, c'est une tumeur solide, centrale, généralement médulaire. La taille moyenne est de 5 cm, coloration blanc-grisâtre, de consistance ferme, mal limitée. Sur le plan histologique, donc, il y a un envahissement médulaire qui est quasi constant. L'architecture est tubulaire prédominante. Le stroma est fibreux desmoplastique. Il y a souvent des atypies majeures. Un comportement infiltrant est souvent retrouvé et absence d'autres signes histologiques en faveur des autres types qu'on a déjà vus. Donc, sur le plan immunohistochimique, les cellules tumorales expriment souvent le HAMA, la cytokératine 19, qui n'est pas exprimée par les autres types, et exprime d'une façon inconstante les marqueurs du segment distal du néphron, tels que la CK7 et la BCL2. Ce sont des tumeurs très agressives avec un indice mitotique important. Donc, généralement, on a l'indice de prolifération Ki67 et le marqueur de l'apoptose P53 qui sont très élevés dans ce type de tumeur. Ce qui explique d'ailleurs le comportement infiltratif et métastatique. Donc, le pronostic est mauvais. 50% des patients ont des métastases à distance au moment du diagnostic. Le taux de mortalité arrive à 83%. Maintenant, on va voir les autres sous-types qui ont également une concordance phénotype-génotype, mais qui sont rares. On va juste les approcher rapidement. Donc, le carcinome papillaire à cellules claires, il y a une architecture papillaire et kystique, acinaire. Les cellules tumorales ont un noyau monomorphe, régulier, peu atypique. Généralement, il est situé sur la même rangée, mais pas au pôle apical des cellules, mais plutôt à la partie moyenne ou au niveau de l'apex. Ce sont des tumeurs qui expriment la CK7. L'anhydrase carbonique 9 peut être positive d'une façon membranaire. Absence de marquage luminal caractéristique du carcinome à cellules claires. Autre type, c'est le carcinome tubulomucineux à cellules fusiformes qui représente 1% des tumeurs. Donc, il y a deux contingents. Il y a le contingent tubulaire, il y a des tubes. Il y a le contingent physocellulaire, donc l'association des deux, le contingent tubulaire et le contingent physocellulaire avec un stroma qui est myxoïde. Donc, les mitoses sont rares, les noyaux sont situés au niveau du pôle basal et généralement, c'est une tumeur de bas grade. Sur le plan immunohistochimique, elle exprime la CK7 et la P504S. Autre type, c'est le carcinome tubulokystique qui représente moins de 1%. Donc, il y a un contingent tubuleux et un contingent kystique. La caractéristique, c'est les cellules sont cubiques ou cylindriques avec un cytoplasme éosinophile, mais surtout des noyaux volumineux situés au niveau du pôle apical avec un nucléole visible réalisant l'aspect en clou de tapissier. Les carcinomes rénaux associés à une maladie rénale kystique acquise, il y a surtout la présence de cristaux d'oxalate qui permettent de caractériser ce type de tumeur et l'aspect rhabdoïde et sarcomatoïde ont été également décrits dans ce type de tumeur. Donc, généralement, les cancers développés sur une maladie kystique acquise du rein, donc 36% de ces cancers correspondent à des cancers de type kystique acquis. Donc, cette variante avec dépôt d'oxalate.
Autre type qui est rare, c'est le carcinome solide kystique acellulé eosinophile, donc des structures kystiques, des structures solides, des cellules avec un cytoplasme éosinophile, mais il n'y a pas les caractéristiques ni de l'oncocytome, ni du carcinome à cellules chromophobes, ni des autres tumeurs. Et on a la présence des cellules géantes, on a la présence de polymorphisme nucléaire, et il y a la positivité de CK20 qui fait la différence. Donc la CK20, généralement, c'est un marqueur des tumeurs digestives, surtout coliques, et qui est exprimé par ce type de tumeur. Il n'est pas exprimé par les autres variantes, notamment le carcinome à cellules chromophobes. Donc le carcinome rénal sans autre indication, c'est en fin de compte, ce n'est pas une sous-entité particulière, mais c'est le carcinome qu'on n'arrive pas à le classer ni dans les variantes classiques, ni dans les variantes rares. Et les carcinomes de grade 4 avec un contingent sarcomatoïde exclusif peuvent rentrer dans ce groupe de tumeurs. Donc, comme on a déjà dit dès la classification, que la plupart des cancers, on arrive à les caser dans une entité par la morphologie associée à l'immunohistochimie, mais un faible pourcentage de tumeurs, malgré la morphologie, malgré l'immunohistochimie, la morphologie est très polymorphe, on n'arrive pas à la rattacher à un type particulier. L'immunohistochimie n'est pas spécifique d'aucun type histologique, et donc ce groupe de tumeurs nécessite un complément, donc étude génomique par NGS, et actuellement la dernière classification de l'OMS 22 permet d'identifier certaines tumeurs telles que le carcinome à cellules claires avec réarrangement TFE3 qui a été retrouvé dans 40% des carcinomes à cellules claires de l'enfant, puisque le carcinome à cellules claires de l'enfant, le carcinome à cellules claires peut toucher l'enfant également. Donc 40% sont associés à cette anomalie. D'autres variantes ont été identifiées, telles que le réarrangement ALK, le carcinome médulaire et tout ça, mais c'est une ébauche de classification qui a été individualisée dans l'OMS 2022 pour un faible groupe qui reste inclassable par l'approche anatomopathologique classique. Donc, les facteurs histopronostiques qui doivent figurer dans le compte-rendu ANAPAT. Donc, bien sûr, la taille de la tumeur, la focalité si elle est unique ou multiple, le site de la tumeur, le grade ESUP, le sous-type de la tumeur, la présence ou non d'invasion lymphatique ou vasculaire. Quand on parle d'invasion lymphatique ou vasculaire, on doit préciser les vaisseaux lymphatiques et vasculaires dans le rein, indépendamment de l'embole ou de la thrombose veineuse et de la thrombose de la veine cave. Donc, on doit préciser les deux. L'invasion lymphatique et vasculaire liée à la tumeur et la thrombose veineuse de la veine lymphatique ou des branches de la veine cave inférieure. La nécrose tumorale, les marges d'Exarès, c'est-à-dire s'il y a un envahissement de la capsule rénale, s'il y a un envahissement de la graisse périrénale, s'il y a un envahissement de la fascia de Geroda, de l'urtère, etc. La présence d'une composante sarcomatoïde classe automatiquement le cancer du rein en grade 4, mais le pourcentage de contingent sarcomatoïde doit être précisé parce qu'il influence le pronostic. L'existence d'une composante rhabdoïde également doit être mentionnée sur le compte-rendu ANAPAT. Donc, la classification TNM, pour T1 et T2, ce sont des tumeurs localisées à l'intérieur du rein. Donc, avec inférieur à 4 cm, c'était 1, au-delà de entre 4 et 7, c'est T2. Supérieur à 7, c'est donc T2, mais entre 7 et 10, T2A, et supérieur à 10, T2B. Donc T1 et T2 à l'intérieur du rein, 3 et 4 avec extension à distance, donc extension locorégionale. N0 lorsqu'on n'a pas de ganglion, NA
lorsqu'on a des ganglions, M0 lorsqu'on n'a pas de métastases, M1 lorsqu'on a des métastases. Pour la surrénale, s'il y a une extension par contiguïté, c'est une tumeur classée T4. S'il y a un nodule distinct, indépendant de la tumeur, c'est M1. Donc, les facteurs qu'il faut préciser, le type histologique, le grade des UP, la taille de la tumeur, l'invasion donc de la graisse périrénale, périhilaire, etc., la présence d'envahissement lymphovasculaire, l'envahissement de la veine rénale ou de ses branches, l'envahissement de la surrénale s'il est par contiguïté ou un nodule séparé, le contingent sarcomatoïde présent ou absent et le pourcentage de ce contingent sarcomatoïde, le contingent rhabdoïde présent ou absent, l'histologie, la nécrose et le pourcentage de la nécrose. Donc, les messages clés à retenir. Donc, le carcinome à cellules claires du rein, c'est le cancer le plus fréquent, plus que 70% des cancers rénaux. C'est ce type de plus mauvais pronostic, surtout lorsqu'il est de grade 4. La morphologie permet de typer donc, la majorité du cancer du rein. L'étude moléculaire est actuellement utilisée pour les formes dont on n'arrive pas à classer dans un type particulier. Le grade ESUP et les stades sont les facteurs histopronostiques les plus fiables et l'étude immunohistochimique permet de différencier entre les différents sous-types. Merci. Je vous remercie pour votre communication. Donc, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut retrouver la cicatrice stellaire centrale dans les carcinomes chromophobes? Merci. Généralement, non. Donc, le carcinome à cellules chromophobes, il est assez homogène, mais on peut avoir quelques remaniements fibreux, mais pas la cicatrice fibreuse centrale. D'ailleurs, la cicatrice fibreuse centrale n'est pas retrouvée dans tous les oncocytomes. Les oncocytomes de grande taille, elle peut manquer aussi. Donc, mais dans le carcinome à cellules chromophobes, la règle, c'est non. Merci. Docteur Mourad Haslimen, je suis urologue à Sfax. Tout d'abord, merci pour cette excellente présentation et cette excellente mise au point. J'ai 2 ou 3 petites questions. Je pense que je vais vous donner la parole après chaque question pour ne pas les oublier. Donc, ma première question, c'est à propos de l'étude immunohistochimique. Et donc, ma question, c'est quelles sont les indications de cette étude? Est-ce qu'on l'a fait systématiquement? Et quels marqueurs utiliser? Est-ce que vous avez un panel ou une liste de marqueurs que vous utilisez systématiquement, ou bien c'est vraiment ciblé à chaque type de tumeur de ce type présumé selon le contexte clinique et radiologique? D'accord. Donc, étant donné que le carcinome à cellules claires, c'est le cancer le plus fréquent et le plus grave, donc le plus mauvais pronostic, donc il ne faut pas passer à côté d'un carcinome à cellules claires. Même un contingent minime de cellules claires permet de classer le cancer dans la variante carcinome à cellules claires, même lorsqu'on a un contingent éosinophile associé ou un contingent qui ressemble polymorphe, qui ressemble au chromophobe associé. Le fait qu'on a un contingent à cellules claires, il faut balancer le diagnostic dans le carcinome à cellules claires. Donc, la morphologie est généralement suffisante. Lorsqu'on a le doute sur le carcinome à cellules claires par rapport aux autres variantes, donc on peut faire le premier panel d'immunohistochimie, surtout lorsqu'on est devant une biopsie, parce que maintenant, on a de plus en plus des biopsies scano-guidées ou éco-guidées pour le diagnostic de cancer du rein, ou lorsqu'on est devant un site métastatique. Donc, l'immunohistochimie, elle est demandée en cas de doute, en cas de biopsie et on n'a pas suffisamment de matériel pour la sous-typer, ou en cas de suspicion de métastase d'un carcinome à cellules rénales. Donc, c'est ces 3 indications de l'immunohistochimie. Par définition, le carcinome à cellules claires, il est CD10+. Et actuellement, il y a ce nouveau marqueur, l'anhydrase carbonique 9, qui est spécifique du carcinome à cellules claires,
et qui est recommandé dans la dernière classification de l'OMS 2022 sur les sites métastatiques d'effectuer ce marqueur conjointement à l'étude morphologique. Donc, lorsqu'on a un doute, on peut demander CD10 pour confirmer l'origine carcinome à cellules claires. Donc, pour les autres variantes, pour le chromophobe, le chromophobe, c'est la morphologie qui fait le diagnostic, mais il est CD10-, il exprime la CK7 et il exprime le C-KIT. Aucun autre carcinome sous-type, sauf l'oncocytome et le carcinome à cellules chromophobes qui expriment le C-KIT. Donc, le fait d'avoir CD10 négatif, C-KIT positif, on est dans le groupe de cellules oncocytaires. Ce qui fait la différence lorsqu'on a un doute entre un oncocytome qui est une tumeur bénigne et un carcinome à cellules oncocytaires, c'est la CK7 qui tranche. L'oncocytome, il est CD117 positif, mais CK7 négatif. Et le carcinome à cellules chromophobes, il exprime les deux, et il est négatif pour le CD10 et il est négatif pour l'anhydrase carbonique. Donc, par élimination, il y a des spécificités pour chaque sous-type, mais ce n'est pas la règle. Généralement, lorsqu'on est devant une pièce opératoire, on a la totalité de la tumeur. Conjointement, la macroscopie et l'histologie et les caractéristiques histologiques sont suffisants pour poser le diagnostic. C'est des cas rares où on a des doutes, et surtout dans les biopsies et les sites métastatiques qu'on demande l'immunohistochimie. Mais la caractéristique des cancers du rein, c'est qu'il y a une bonne concordance phénotype-génotype. Donc, la caractéristique morphologique, elle reflète bien le profil de chaque tumeur. Parfait, merci. Ma deuxième et dernière question, c'est à propos de la précision de la marge d'exérèse en cas de chirurgie conservatrice du rein. Oui. Tout à l'heure, professeur Grégoire a évoqué une nouvelle, bon, c'est pas vraiment c'est pas nouvelle, nécessaire, mais l'énucléation. Donc, je parle de l'énucléation qui est actuellement admise comme technique. Donc, on fait plus de tumorectomie avec une marge d'exérèse de tissu sain de quelques millimètres. Et donc, on a l'habitude, avec précisément cette tumorectomie, d'avoir parfois, dans le compte-rendu opératoire, on nous dit que la marge est économique ou bien qu'il y a une petite marge. Avec l'énucléation... Je viens d'apprendre, moi aussi. Donc, avec l'énucléation, je pense que la marge va être systématiquement positive, puisqu'on va examiner... c'est-à-dire que tout le plan donc, qui est fourni à la pâte, il est tumoral. Il n'y a pas de tissu sain aux alentours. Donc, c'est comment vous allez nous fournir des comptes rendus anatomopathologiques dans ces contextes-là, et donc comment les considérer? Je pense que la tumorectomie, elle est adoptée pour les tumeurs de petite taille avec une capsule ou pseudo-capsule. C'est-à-dire, ce n'est pas les tumeurs avec un aspect infiltratif. Je pense que vous allez adopter la tumorectomie pour les tumeurs énucléables. Donc, il y a une pseudo-capsule qui entoure. Oui, donc, on a un liseré de tissu fibreux, même si on n'a pas du parenchyme rénal de voisinage, on a le liseré fibreux qui englobe le tissu tumoral, même il est millimétrique, c'est un liseré pseudo-capsule. Oui, en fait j'ai présenté il y a quelques années un topo concernant la prise en charge des marges opératoires après une chirurgie conservatrice du rein. Et j'ai vu donc ça, et paradoxalement, on a trouvé qu'avec les énucléations, on a moins de marge positive qu'avec la tumorectomie, parce qu'ils disent qu'il y a aux alentours de cette pseudocapsule qu'il y a un œdème périlésionnel qui facilite l'exérèse de cette tumeur. Par contre, lorsqu'on fait une tumorectomie, généralement, donc, on a tendance à être très large au niveau superficiel, donc aux alentours de la tumeur, au niveau de la capsule, mais en s'enfonçant donc dans la tumeur, au fur et à mesure qu'on s'enfonce, qu'on va risquer de faire les marges, et généralement la marge se fait sur la dernière coupe, c'est le dernier coup de ciseau qu'on fait, et donc c'est la partie la plus profonde de la tumeur, là où il y a la marge. Donc, chose qu'on ne va pas trouver si on fait une énucléation, puisqu'on suit un plan naturel
Et nous, urologues, on est habitués à l'énucléation puisqu'on fait des énucléations prostatiques. Donc on a un petit peu l'habitude, c'est pas la même chose, on va pas le faire avec le doigt. Mais on dit que, bon, moi je l'ai pas essayé jusqu'à maintenant, mais les chirurgiens qui ont fait ça, ils disent qu'il y a un plan là où il y a un œdème périlésionnel qui facilite cette énucléation et qui évite d'avoir des marges comme on voit dans la tumorectomie. Je pense que oui, puisque donc le fait de faire une marge dans le parenchyme rénal, ça va être très hémorragique et donc ça risque d'être traumatique ou de passer à côté, ou la visibilité étoilée n'est pas suffisante pour faire des marges saines, alors que l'énucléation, إذا كان فهمت خاطر مانيش chirurgienne, donc l'énucléation, on va faire pénétrer l'air et donc on peut avoir par l'homéostasie l'œdème, donc il va être plus facile à énucléer. Je suppose que c'est réel, mais c'est une occasion pour tester est-ce que l'énucléation, donc les récidives après énucléation, récidives après tumorectomie, donc laquelle on doit adopter. En fait, maintenant, il y a un consensus. Je pense qu'il y a un consensus mondial dans la plupart des sociétés savantes et même dans les recommandations. L'énucléation est un geste carcinologique qui est sûr. La différence avec la tumorectomie, c'est qu'en néphrectomie partielle, ça se conçoit évidemment après clampage du parenchyme et donc c'est une énucléation au ciseau froid. Donc c'est au ciseau où on énuclée. Et avec l'énucléation au ciseau, on a un plan qui est très clair, puisqu'il y a une différence de coloration entre le tissu normal et le cancer, qui est généralement un cancer à cellules claires. Jaunâtre, chamois. Voilà. Et c'est vrai que sur le côté du prélèvement de la pièce opératoire, on a souvent des marges positives sur le prélèvement envoyé en anapathe, parce qu'on est juste sur la tumeur, mais qui ne se traduisent. Il n'y a pas de corrélation avec les vraies marges au niveau du tissu parenchymateux. C'est-à-dire on est en train de couper sur un cancer, donc on va avoir au ras du cancer, on va avoir une marge positive sur la pièce. Je pense que le pourcentage il est assez élevé déjà. Mais il n'y a pas de corrélation réelle entre cette marge observée sur la pièce par rapport à ce qui est réellement laissé sur le parenchyme, parce que tout simplement on a coupé à ras. On a coupé à ras avec un ciseau froid et on a suivi ce plan-là. Et quand on coupe très bien avec un ciseau, on est souvent au ras de la tumeur. Donc à l'anapathe, on va va pas avoir de tissu sain en regard du cancer. Mais voilà. On a vécu ensemble. Oui, mais bon, c'était différent. Je pense que oui, bien sûr. Oui. On a trouvé un résidu tumoral sur la pièce. Je pense que c'est un cas plus particulier parce que c'était un rein pathologique déjà à la base. Oui, mais l'énucléation, c'est-à-dire la tumeur n'était pas entièrement encapsulée. Voilà, il y avait un doigt qui. Voilà. Est-ce qu'on a une pseudo-capsule autour de la tumeur ou non. Donc, je pense aussi c'était un cas particulier, mais qui est très important parce que c'est des tumeurs sur des reins pathologiques avec des lésions de néphrite. C'est différent. L'énucléation, je pense, elle est safe quand le rein est normal et quand on a une vraie différence, quand on a un vrai plan entre de clivage un plan de clivage clair. Quand c'est des reins de néphrite, de pyélonéphrite chronique, je pense que le plan est moins évident. Alors nous, notre problème, c'est l'oncocytome. Souvent, nous avons de très grosses tumeurs qui ne sont pas candidates à une chirurgie conservatrice au cas où elles se révéleraient être un carcinome papillaire, un carcinome à cellules claires. Mais sur le scanner, nous avons une forte suspicion d'oncocytome parce qu'il y a une cicatrice stellaire, un aspect orient de rouge. Je pense que le professeur Matour va nous en parler tout à l'heure. Et quelle est la fiabilité de la biopsie au jour d'aujourd'hui, préopératoire, pour vérifier, je pense, la fiabilité histopathologique de la biopsie avec toute cette immunohistochimie, tous ces marqueurs. Est-ce que les choses ont avancé? Est-ce que la biopsie permet aujourd'hui, en 2023, de prédire avec une sensibilité, une spécificité suffisante de confirmer qu'il s'agit d'un oncocytome
et de nous orienter et de faire le diagnostic différentiel avec le carcinome à cellules chromophobes sur une si petite carotte. Oui, oui. Donc, c'est tout d'abord une morphologie compacte. C'est des cellules acellules éosinophiles, 100% de cellules éosinophiles. Un profil immunohistochimique CD10 négatif contre le carcinome à cellules claires, CK7 négatif contre le carcinome à cellules chromophobes et CKIT positif, c'est le CD117 positif. Sauf que l'échantillonnage doit être suffisant pour effectuer la morphologie et minimum 3 anticorps immunohistochimiques. Et donc combien de carottes? C'est la taille des carottes plus que le nombre des carottes. Alors c'est des carottes de 1 mm, je pense, avec une longueur qui peut aller jusqu'à 20 mm. C'est suffisant. C'est suffisant pour poser le diagnostic avec certitude. Une seule carotte? Oui. Oui. Parce que tu vas parler des biopsies l'après-midi, donc c'est entre tu veux oui. commenter ça. Mais il faut faire les 3 marqueurs conjointement à l'aspect morphologique et c'est suffisant. Est-ce qu'on a un chiffre de sensibilité, de spécificité? Bon, c'est-à-dire qu'il faut multiplier les carottes au cours de la biopsie, donc un minimum de 2, c'est exigé. Et généralement, ça peut être parenchyme rénal de voisinage. Ouais, je parle en plein tumeur. Et puis, actuellement, les auteurs s'accordent sur le chiffre de 4, donc ils font, et presque sur le même site. Hein, donc ils font, lorsque c'est scanoguidé, qui sont en plein tumeur, donc ils font généralement entre 2 et 4 prélèvements. Et les carottes doivent être de bonne qualité, vous avez signalé ça, donc c'est le truc le plus important, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être fragmentés et que la longueur doit être supérieure, strictement supérieure à 10 mm, donc pour que la carotte soit valable donc, pour la lecture anatopathologique. Les 4 carottes, c'est pour s'assurer que partout l'aspect est le même, c'est-à-dire on a l'aspect oncocytaire est le même, l'aspect compact est le même, parce que tout d'abord c'est la morphologie. Et après, c'est le complément immunohistochimique. Alors, je vous pose la question à vous deux, puisque tu vas faire l'après-midi les biopsies, mais vous aussi. Est-ce qu'on a un chiffre de sensibilité, de spécificité sur les biopsies pour l'oncocytome? Est-ce qu'on a des datas? Quelle est la sensibilité et la spécificité de la biopsie en matière de détection d'oncocytome? Est-ce qu'on a un chiffre? La question la plus délicate, c'est la différenciation entre tumeur oncocytaire et carcinome cellule rénale chromophobe, surtout lorsque la taille tumorale est petite. Donc, pour les tumeurs entre 2 et 4 cm, je pense que la sensibilité et la spécificité est bonne. Pour les tumeurs au-deçà, donc c'est là où ça pose le plus de problèmes. Donc pour la sensibilité, ça dépasse largement les 90%, ainsi que la spécificité. Donc lorsque la taille tumorale est comprise entre 2 et 4 cm. Vous confirmez, professeur? Principe, oui, parce que entre chromophobe et carcinome et oncocytome, c'est l'immunohistochimie. L'un, CD117 positif, CK7 positif, et l'autre, CD117 positif, CK7 négatif. Si on arrive à identifier le profil immunohistochimique, c'est-à-dire le matériel qu'on a est suffisant pour identifier le profil immunohistochimique, le diagnostic est sûr. On ne peut pas avoir un oncocytome avec CK7+. Le CK7, c'est carcinome. Donc, Alors, je vous remercie pour cette conférence très exhaustive et très complète sur le sujet. Merci.